Merci infiniment d'être ici. Ça a été du travail pour qu'on puisse se réunir ensemble aujourd'hui. Et c'est toujours voilà, un très grand plaisir au moment de la rencontre parce que c'est là qu'on voit les fruits voilà, qui viennent derrière aussi. Donc j'aimerais vous présenter l'association qui s'appelle VBSC Vent de Bethléem Souffle de Charité. L'idée a commencé en fait par cette envie d'apporter la charité, de l'équité, de sortir d'un système qui nous tient dans une rigueur absolument terrible et de savoir comment est-ce qu'on peut partager dans des communautés avec un esprit où c'est le cœur qui parle et non plus le matériel. Donc on change les rapports, on revient aux vraies valeurs, c'est-à-dire l'écologie, le respect du vivant, et puis bien sûr se tourner vers une économie régionale parce qu'on a un meilleur contrôle aussi sur ce qui se passe régionalement. Et en créant des cellules comme ça, on peut le faire un peu à travers le monde entier. Et ben chacun, en gros, doit balayer devant sa porte et regarder qu'autour de lui, les choses se passent bien. C'est plus facile de gérer les choses régionalement que si on veut tout globaliser, comme le système le propose aujourd'hui. Et si on va par exemple acheter un t-shirt chez H&M, on ne sait pas si c'est un enfant qui a travaillé derrière, qui était esclave. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc le but, c'est en fait de remettre les choses à l'endroit. Et c'est ce que l'association veut encourager. Donc nous allons proposer l'idée de l'autonomie des communes. En Suisse, on va chercher à gagner le cœur des syndics au niveau des communes, à l'étranger, des maires de communes aussi. Lorsque j'ai parlé de cela avec une amie bulgare, elle a trouvé le projet très intéressant. Et puis elle m'a dit, Sonia, viens avec moi en Bulgarie parce qu'il y a des villages qui se vident là-bas aussi, des gens qui quittent les fabriques parce que c'est plus possible d'y travailler. On enlève les services dans les villages, comme vous le savez aujourd'hui aussi, et ça oblige les gens à se confiner dans des villes, alors qu'il y a énormément de place dans le monde entier, puis qu'on pourrait juste se répartir mieux. Il y avait ça. Et je suis partie avec elle en Bulgarie l'année passée en automne. J'ai rencontré le maire de la commune qui est ouvert au projet, donc ça c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on a une porte qui s'est ouverte. L'année prochaine, nous proposons un stage dans le cadre de l'association par une famille qui travaille dans la bioagronomie. Donc ce sera un stage de 2 semaines où des personnes venant de la Suisse par exemple, ou peut-être même des pays voisins, souhaiteraient s'inscrire avec des Bulgares sur place pour échanger des connaissances. Et puis notre idée aussi là-dedans, évidemment, c'est de former des agriculteurs qui font dans la biodiversité pour rentrer pour sortir du système de la monoculture et rentrer évidemment dans le système qui va plus vers la permaculture, donc vraiment cette biodiversité qui donne un équilibre dans l'écosystème et qui nous permet en même temps de sortir des pesticides et tout ça parce que tout est beaucoup mieux réglé. Et en régionalisant, évidemment, l'approche c'est de dire ce sera ça qui va nourrir à l'avenir les communes. Et aussi, ce sont aussi des matières premières qu'on pourra utiliser pour recréer des petites à moyennes entreprises, et tout ça dans un système écologique. Donc qu'on porte des vêtements, des chaussures, aujourd'hui même tout ce qui est wifi et autres, il faut repenser la question complètement, pour aller vers cette santé, j'ai envie de dire, du corps physique, mais aussi cette santé intérieure. Respecter les êtres vivants, ça veut dire pour moi aussi, est-ce qu'on est forcément obligé de manger autant d'animaux? Je ne pense pas. On peut réduire les quantités aussi, c'est des choses vers lesquelles on va aller. On va plutôt favoriser le végétarisme et le végétalisme. On n'interdit pas, bien sûr, parce que chacun a le droit de s'alimenter comme il le souhaite. Mais je pense qu'il y a toute une conscience là derrière, et c'est aussi une pensée, j'ai envie de dire, si j'écoute les jeunes, ils sont déjà un peu dans ces définitions, donc ils ont compris le problème aussi. Voilà, donc ça c'est maintenant les propositions que l'association fait. On a un début de discussion avec le Burkina Faso, avec Adama et puis sa femme. On doit trouver des solutions. On est en train de préparer un budget prévisionnel pour ça aussi, pour pouvoir faire ça là-bas. Maria, qui est actuellement en cuisine, va partir au Brésil, donc elle va aussi se renseigner sur place pour qu'on puisse faire des choses là-bas.
Et puis j'ai envie de dire, ce qui est merveilleux, c'est que justement François a déjà mis en place des systèmes, par exemple, et Uwe d'ailleurs aussi, hein, au niveau des éco-villages. Donc on va s'inspirer d'expériences qui fonctionnent déjà pour pouvoir les placer dans le cadre de l'association Vent de Bethléem. Et notre dernier point qu'on trouve très intéressant, c'est qu'on se réunisse ensemble, comme aujourd'hui, donc on fera une journée comme ça, une fois par année. À l'avenir, ça ne s'appellera plus une journée de lancement, on lui donnera un autre terme pour ça, on pourra peut-être même le faire sur un week-end. Et notre objectif, c'est de réunir les connaissances ensemble, donc les différents groupes, interventions, associations, réseaux, tout ça, pour que quand nous, on ouvre les portes au niveau des communes, et bien, ceux qui ont les connaissances derrière puissent venir pour dire « moi, je sais faire dans la médecine naturelle », on peut peut-être avoir des laboratoires qui sont éthiques pour ce genre de choses. Quelqu'un d'autre, ça va être les vêtements, quelqu'un d'autre, ça va être par exemple une infirmière qui va s'occuper des personnes qui sont dans le besoin, et on le fera dans un système qui est vraiment respectueux dans le vivant aussi. Et l'association cherche des coordinateurs, si jamais c'est ce qu'on va faire, pour que justement on puisse se coordonner ensemble et reconstruire sur un modèle qu'on peut vraiment appeler le capital mutuel. Voilà, donc ça c'est la présentation de l'association. J'espère qu'on pourra bien collaborer ensemble dans les années à venir, concrétiser les projets, parce que parler c'est une chose, mais concrétiser dans l'action c'est bien aussi, donc il faut toujours les deux. Et puis voilà. Merci. Je passe la parole au suivant. Je vais juste vous demander une petite question technique. Vu qu'on a décidé de filmer les débats de façon à avoir une petite mémoire de ce qui se passe là, il se pourrait que l'un ou l'autre d'entre vous ne veuille pas figurer sur le direct. Donc c'est assez correct que je vous demande si quelqu'un voudrait ne pas apparaître. Là, j'étais tout prêt à vous filmer en train d'applaudir, puis je me suis dit, oh là là, quand même, peut-être que c'est pas la très bonne idée. Donc, est-ce que quelqu'un est contre le fait d'apparaître sur l'image? Alors, je vais essayer, je vais éviter de alors, les autres? Pas sur Internet. Autrement, oui, mais sur Internet, je ne peux pas. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah alors, je ne filmerai pas la salle, parce que je vais dire, ça va... Bah, sinon, je m'en fais. Non, c'est bon. C'est bon. Pour des questions techniques, je ne peux pas faire autrement, dans le sens que mon téléphone n'a pas assez de mémoire, ce qui fait que c'est filmé en direct et repris après. C'est la mémoire donc à l'extérieur. Ouais. Ok, d'accord. Juste une question pratique. On va bientôt manger. Pour économiser les verres, s'il vous plaît, vous avez un feutre à disposition. Mettez une marque sur vos verres pour ne pas gaspiller le matériel. La nourriture est dans la salle d'à côté, c'est la salle de la Sainte Famille. Ah voilà, oui, vous écrivez vos noms sur les verres qui seront là à disposition à côté. La salle de la Sainte Famille, c'est là qu'on va se servir à manger, on mange ici. Et cette salle, c'est la salle de Sainte Mère Teresa. Donc c'est les deux salles dans lesquelles on est. Ceux qui le veulent, à 18h, il y a une messe au-dessus, donc ceux qui veulent sont libres de se joindre à la cérémonie religieuse qui est au-dessus. Nous sommes dans des locaux catholiques, mais naturellement on est ouvert à toutes les religions, dans un esprit de tolérance, d'amitié, de bienveillance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions, il y aura des pauses, des moments de discussion. Le gros de la journée va commencer après le repas, donc en début d'après-midi. Alors le gardien du temps, c'est quoi qui est prévu maintenant? C'est moi. Donc le gardien du temps, c'est David. David Vincent qui va parler du système des phases en crise, la crise et le système. Donc jusqu'à... On va parler jusqu'à midi 5 normalement. Mais voilà. Quoi? T'arrives à fixer le micro dessus quand on l'utilise pas? Ah, je te vois. Merci. Ça s'appelle un problème technique, c'est toujours la même chose, ça arrive en direct.
Ça marche. Juste m'assurer que ça passe. Ça passe là. Je suppose que pour l'instant tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Regarde ça. Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Je vais passer cette partie-là, ce sera plus simple. Bonjour à tous. Je remercie Sonia de nous avoir tout ce qu'on vit ici. Que pour l'instant tu te sens un peu comme Alice. Ouais, tu t'étais. Voilà. Donc à la base, je voulais vous passer un extrait d'un film que j'ai vu il y a une vingtaine d'années, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Ce film s'appelle Matrix. Pardon. Ce film s'appelle Matrix. Et à un moment dans Matrix, il y a une scène que j'ai trouvée extraordinaire. Neo, qui est un personnage clé du film, se retrouve face à Morpheus, qui est un petit peu une sorte de prophète, si je peux me permettre, et lui demande pourquoi il est là et qu'est-ce que la matrice. Et Neo lui répond que, en fait, il n'aime pas l'idée de ne pas avoir le contrôle de sa vie. Et Morpheus lui répond qu'effectivement, c'est pour ça qu'il est là et que la seule chose qu'il peut faire, c'est lui montrer la vérité, qui lui appartient en fait quelque part de franchir la porte. Pour cela, il lui donne le choix entre une pilule bleue et une pilule rouge. Il y a 20 ans, j'ai pris la pilule rouge. Et ce que j'ai découvert, au départ, m'a fait peur. Parce que j'ai compris qu'en fait, le monde qu'on superpose à nos yeux n'est qu'une illusion. C'est grâce à des gens comme François, entre autres, que j'ai pu lever le voile un peu sur tout ça. François m'a amené une grille de lecture qui m'a vraiment ouvert les yeux et qui m'a permis de comprendre que tout est faux. Tout ce que l'on croit, tout ce que l'on a reçu comme éducation, tout ce qu'on a appris, que ce soit à l'école, au travers de nos parents, en fait, ce monde-là n'existe plus. Il n'existe absolument plus, et on croit qu'il existe encore, parce qu'en apparence, tout est là. Les bâtiments, l'argent, les écoles, les hôpitaux, les autoroutes, les vacances, les amis, tout est là. Et en fait, tout ça, vous allez voir, c'est faux. Je m'appelle David, j'ai 42 ans, j'ai un fils de 9 ans et j'ai pas l'intention de lui laisser le monde dans lequel nous sommes lancés aujourd'hui. Je vais vous montrer que tout ça, en fait, a commencé fin du XVIIe siècle. Et on en paye aujourd'hui les conséquences. Ça arrive peut-être au pinacle du plan qui a été élaboré il y a maintenant près de cela 200 ans. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Même avec 100 guerres à soutenir, 100 fois tu seras victorieux. C'est notre ami Sun Tzu qui... né en 544 avant JC et mort en 496, avait sorti ça. La phrase n'est pas complète. Si tu ignores ton ennemi et que tu te connais toi-même, tes chances de perdre et de gagner sont égales. Et si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne compteras tes combats que par les défaites. Avant de commencer le vif du sujet, il faut connaître deux mots. Le mot crise. Le mot crise est une rupture d'équilibre entre la production et la consommation, caractérisée par un affaiblissement de la demande, des faillites et le chômage. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne contredirait cette définition. C'est de Larousse, c'est pas moi. Et le mot système, c'est une société considérée comme un ensemble structuré et rigide, comme par exemple entrer dans le système. On est tous dans le système. C'est ce système, en fait, qui est superposé à nos yeux et qui est l'illusion dans laquelle nous sommes. Il y a 7 phases dans un empire. La première phase, en fait, c'est lorsqu'une société, un groupe, ça peut être une association, ça peut être un lot de village, ça peut être des éco-villages, ça peut être l'Empire romain, l'Empire... On regarde dans l'histoire, en fait,
Toute forme de civilisation a d'abord commencé par créer une monnaie sonnante et trébuchante. Certains de nos grands-parents, arrière-grands-parents en Suisse ont connu ça, c'était les pièces qui contenaient effectivement de l'argent en tant que tel, la monnaie sonnante et trébuchante. Quand on a ça, on passe à la phase 2. Obligatoirement, l'économie se développe. C'est bien, tout le monde est content, prospérité. Et là, évidemment, il faut s'organiser. Donc, l'appât du gain étant malheureusement humain, très vite arrive le gouvernement et les militaires. C'est la phase 3. Dans la phase 4, malheureusement, on utilise l'armée. Pour différentes raisons, que ce soit pour se défendre ou pour attaquer, peu importe. Évidemment, il y a un problème, c'est que la monnaie qu'on a dans les mains, qui est sonnante et trébuchante, composée de métaux précieux, ne suffit plus à couvrir les frais de tout cela. Donc l'État a une fâcheuse tendance à le diluer. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Les Grecs, lorsque ils avaient leurs pièces en or, ont commencé à le fondre avec du cuivre. Donc à partir de 1000 pièces d'or, ils arrivaient à avoir 4000 pièces de cuivre, enfin de mix hors cuivre. Donc à partir de 1000, ils arrivaient à avoir 4000. C'est une dilution. Vous allez faire le lien après avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc la dilution, puis substitution de la monnaie. Ça, c'est carrément le pinacle pour le banquier. C'est-à-dire que l'argent, le mot argent, ne correspond plus à ce à quoi il est censé être destiné. C'est-à-dire qu'il n'est plus de l'argent. Il n'est plus du tout du métal précieux. Il ne vaut plus rien. C'est un bout de papier. C'est ce qu'on a tous dans nos poches aujourd'hui. Évidemment, ça mène au point 6, c'est qu'il y a une perte de confiance. Et cette perte de confiance, automatiquement, se traduit par le comportement des êtres humains naturel qui veut que, tout d'un coup, on se mette à acheter de l'or. Ce qui nous amène au point 7. Et la boucle est bouclée, c'est le retour au métal précieux. Avec tout ce qui s'ensuit, déchéance des civilisations, guerre civile, 3 petits points. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça? Parce qu'en fait, Sonia m'avait posé une question clé un jour. Est-ce qu'on peut créer notre argent? La réponse est oui. C'est d'ailleurs ce qu'ont décidé de faire les banquiers depuis 1628, pour être précis. Fin du XVIIe. Donc je vais vous conter un petit peu cette histoire parce que c'est quelque chose que... Ah, mais je vois que ça... Je vois que ça passe pas ici. Je vois que ça passe pas ici. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Voilà, pardon. Donc voilà les 7 étapes. Monnaie sonnante trébuchante, développement économique, gouvernement, force militaire, utilisation de l'armée, dilution puis substitution de la monnaie, et enfin perte de confiance, puis retour au métal. Voilà. Donc je vais vous parler des banques centrales. Parce que c'est quelque chose en fait qui est clé, tout simplement. En voulant créer ta monnaie, Sonia, tu vas devenir quelque part ta propre banque centrale. Il faut savoir que l'histoire qu'on a appris à l'école, alors personnellement j'aimais pas l'histoire, maintenant je sais pourquoi. En fait on n'apprend pas l'histoire. On nous donne des dates clés, on nous donne des événements de surface, on nous donne des noms, on apprend ça par cœur, on recrache ça dans un examen sur une feuille de papier, le prof dit c'est bien, super, il a bien retenu. On n'a rien appris. Rien du tout. Je vais vous parler de la première banque centrale qui est née. Est-ce que quelqu'un sait qui c'est? Personne? François, toi tu... Voilà, je te remercie. La première banque centrale en fait qui est née, c'est la Banque d'Angleterre. Il faut savoir qu'après 1625... Ça n'a pas tourné. Ça n'a pas tourné. Ah, pardon. Hop. Voilà. Magnifique bâtiment. Hein. Certains y diront des jolis signes. Après 1625, le Trésor national britannique est vidé par 2 guerres civiles et une forte instabilité politique. En 1689, lorsque Guillaume III d'Orange, alors vous allez voir, il y a 2 Guillaume, il ne faudra pas les confondre. Donc là, on est sur Guillaume III d'Orange, qui règne sur le trône. En fait, il fait face à un profond trouble et il se met en quête d'argent, parce que les caisses sont vides. C'est toujours le cas après des guerres. À cette époque, le banquier Patterson avance un nouveau concept qu'il a appris aux Pays-Bas, la création d'une banque centrale privée pour financer les énormes dépenses du roi. Cette banque privée apporte 1,2 million de livres au gouvernement sous forme d'un emprunt perpétuel. Évidemment, assorti d'un taux d'intérêt de 8%.
tant qu'on y est, on rajoute aussi une commission de 4000, hein, on parle en livres de l'époque. Alors il suffisait que le gouvernement verse 100 000 livres par an, hein, pour lever 1,2 million de livres. C'est ce qu'on appelle le principe des réserves fractionnaires. En 1694, le roi Guillaume III d'Orange de Nassau octroya une charte royale et un statut légal à la Banque d'Angleterre. Et c'est ainsi que naquit la première banque centrale dite moderne, donc fin du XVIIe. L'idée de base était que la Banque d'Angleterre soit là pour parer, on va dire, aux dettes privées du roi et de la famille royale. L'idée était simple, la dette nationale, qui était donc perpétuelle, était garantie par les impôts. Évidemment, les impôts qu'on lève sur le peuple. Et l'idée, c'était que cette banque, donc privée, émette elle-même la monnaie, fondée donc sur la dette. En conséquence, le roi disposerait d'un argent pour faire la guerre, ou pour ses dépenses personnelles, et le gouvernement pour faire ce que bon lui semble. Ça ressemble quand même un peu à un système totalitariste. Les banquiers dégageraient ainsi d'énormes crédits et obtiendraient des revenus dont ils avaient longtemps rêvé, grâce à des intérêts très élevés. On aurait pu croire qu'il s'agissait là d'une situation gagnant-gagnant, si ce n'est que les impôts prélevés sur le peuple servaient de garantie. Avec ces nouveaux outils puissants, le déficit du gouvernement britannique grimpa en flèche entre 1670 et 1685. Les recettes fiscales atteignaient 4,8 millions de livres, une somme considérable pour l'époque, et dès le moment où cette banque a été signée, entre 1685 et 1700, les recettes de l'État qui s'élevaient à 5,7 millions de livres, avec les emprunts empruntés, grimpèrent de plus de 800 000. Donc ce que devait l'État à la banque passait de 800 000 livres à 13,8 millions de livres. Donc vous voyez, on démarre avec une banque, on parle de centaines de milliers de francs, et on arrive en quelques années à des millions de francs. Ben, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui on parle en milliards, voire plus. Mieux encore, ce plan a eu pour effet de plonger donc l'émission de devises et la dette perpétuelle dans la même impasse, c'est-à-dire que émettre plus de monnaie signifiait augmenter la dette nationale. Rembourser la dette équivalait donc à détruire de la monnaie. Ça, c'est un concept qui est très difficile à concevoir, on en parlera peut-être plus tard. Mais oui, quand on rembourse des dettes, en fait, l'argent est détruit. C'est très compliqué, enfin, l'esprit s'y refuse, mais malheureusement, c'est vrai, l'argent est détruit quand on rembourse. Donc l'idée, c'était que l'État ne puisse et ne doive jamais rembourser la dette. Sinon, plus d'argent en circulation. Donc le banquier avait trouvé là un système de dette perpétuelle. En fait, j'ai plaisir à dire que les scientifiques cherchent le mouvement perpétuel, les banquiers, ils ont trouvé la dette perpétuelle. Avant de continuer, ah oui, juste une chose importante, il faut savoir que donc à l'époque, on parlait de la dette britannique qui s'élevait à 1,2 million de livres, en 1694. Si je vous dis qu'aujourd'hui, aux chiffres que j'ai pu relever hier pour la période 2018, on parle de 1800 milliards. Donc on est passé de 1,2 million il y a 200 ans, 300 ans. Ah non, j'en ai encore pour 20 minutes, mon gars. À 1200 milliards. À 1800 milliards. Ça fait juste 2500 milliards de francs suisses. Avant de continuer sur les autres banques, est-ce que vous savez qui est ce monsieur? Ça n'a pas tourné. Ah oui, pardon, c'est là. Est-ce que vous savez qui est ce monsieur? Qui ne connaît pas la famille Rothschild? Beaucoup disent que c'est eux qui ont créé la Banque centrale d'Angleterre. Non, c'était Patterson. En fait, la famille Rothschild, il faut savoir que le Amschel Bauer, qui était né donc le 23 février 1774 dans le ghetto de Francfort, était un prêteur sur gage. Enfin, son père était prêteur sur gage. Et il se rendait souvent en Europe de l'Est pour faire du marché, du business. Et son fils, Mayer, très intelligent en fait, son père s'occupait bien de lui, il lui avait pris toutes les ficelles du métier, des crédits, des prêts, de l'or, etc., etc. Et alors, il s'est passé une chose fantastique pour ce Mayer, c'est que il a fait un apprentissage dans une banque, la banque de monsieur Oppenheim, Jacob Wolf Oppenheim. Et en 7 ans, il avait acquis la connaissance de tous les rouages de l'industrie financière du Royaume-Uni. Il fut premier associé adjoint, et c'est à cette époque que Mayer comprit que prêter de l'argent au gouvernement rapportait beaucoup plus que d'en prêter aux particuliers. Mais parce que l'État, il emprunte beaucoup plus, et il est prêt à payer beaucoup plus.
À cette époque, il rencontre le général von Ersdorf, qui est le général de Guillaume, le deuxième, du côté des Allemands cette fois-ci, donc un général au service de Guillaume d'Allemagne. Et en fait, il faut savoir que le prince Guillaume d'Allemagne, à l'époque, était un peu neutre, on va dire, d'une certaine manière, puisqu'il adorait prêter ses armées à ses autres copains rois, notamment l'Angleterre. Et Guillaume avait un cousin au Danemark. Et il se trouve que Maillère a pu accéder, on va dire, à toute cette noblesse assez facilement. Surtout que Ersdorf, le général, donc, il avait une passion, il était numismate, il aimait les pièces, il aimait l'argent, il aimait tout ça. Évidemment, Maillère a saisi l'occasion, et voyant que Maillère avait des ressources pour trouver des pièces rares, il le présenta donc au roi Guillaume. Et Guillaume, tout heureux, il arrivait à obtenir des pièces, grâce à Maillère, il arrivait à obtenir des pièces extrêmement rares, et à prix évidemment très bas. Et ce qui s'est passé, évidemment, c'est que Guillaume se sentait redevable. Donc, qu'a-t-il proposé à Maillère? C'est que si je peux faire quoi que ce soit pour toi. Et évidemment, Maillère a sauté sur l'occasion et il lui a dit qu'il allait être... Bon, là, je vous avoue que j'ai perdu mon fil. Hop, c'est pas grave. Il lui a donné un titre, en gros, qui lui permettait de s'occuper de l'or du royaume, pour faire simple. Voilà. Il sautait sur l'occasion pour lui présenter son souhait de devenir agent officiel de la cour. Voilà. Le prince, donc le nomme agent officiel de la cour, et en parallèle, il y a Napoléon. Tout le monde a entendu parler de Napoléon. Et Napoléon a décidé de sortir un peu de chez lui, d'aller étendre un petit peu son royaume. Donc il envoie un messager auprès de Guillaume, qui lui propose une alliance. Le problème, c'est que Guillaume, il louait ses troupes un peu partout, donc il voyait mal s'allier avec Napoléon. Donc Napoléon ayant compris que finalement la non-réponse était un non, il a décidé de l'attaquer. Donc Guillaume, voyant ça, il se dit, bon, moi je vais me barrer chez mon cousin danois. Et là, il a fait quelque chose qui est à la base du système que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça que je parle des banques centrales et que je parle des Rothschild. Le prince Guillaume a remis en liquide la somme équivalente à 3 millions de dollars de l'époque à Maillère, lui disant, écoute, si je dois revenir, au moins j'aurai quelque chose. Et là, Maillère a saisi l'opportunité, et donc Guillaume s'est barré au Danemark, et Maillère a saisi l'opportunité en envoyant ses 4 frères aux 4 coins de l'Europe. Donc, un à Paris, un en Angleterre, un en Italie, et j'avoue que le 4e, je ne sais plus, c'est pas grave. La dynastie Rothschild commençait à s'installer. Le frère de Maillère, l'un des frères de Maillère, Nathan, lui était installé en Angleterre. Donc évidemment, très rapidement, il a atteint les hautes sphères, puisqu'en montant sa banque, il faisait du deal. Et il avait un autre frère avec qui il faisait du marchandage entre l'Angleterre et la France. C'était James. Donc Nathan en Angleterre, James en France, ils faisaient leur commerce, donc ils gagnaient beaucoup d'argent là-dessus. C'est pas ouvert, non? C'est Nathan qui est là. Hein. C'est Nathan? Hop. Comme ça, James? Voilà, James. C'est mieux, James. Voilà. James. Belle tranche de vainqueur. Hein. Et à cette époque, donc j'ai pas mis le film, c'est pas grave, on va y revenir. Oui, à cette époque, l'Angleterre voulait un petit peu attaquer la France. C'est Wellington qui voulait attaquer la France, mais Wellington avait un problème, c'est que donc il avait des troupes en Angleterre, il avait des troupes en Espagne. Il n'arrivait pas à transmettre le moyen de paiement, donc de l'or, aux troupes en Espagne. Ça, on n'apprend pas dans les livres d'histoire. James et Nathan, ils ont flairé le coup, ils ont dit, bon, alors attends, on va faire un truc, c'est que c'est nous qui allons nous en occuper. Et alors, au grand hasard des choses, à la même période, la Compagnie des Indes voulait vendre de l'or. Alors l'Angleterre, qui savait qu'elle avait besoin d'or pour cette guerre, attendait que le prix baisse un peu. Qu'est-ce qu'a fait notre ami Nathan? Il a acheté tout l'or de l'Inde, il l'a revendu au prix fort à l'Angleterre. Évidemment, il l'a gardé parce qu'il a reçu le mandat d'aller amener l'or à ses troupes basées en Espagne. Pourquoi les troupes en Espagne avaient besoin d'or? Parce que, à l'époque, l'Espagne n'acceptait pas les chèques ou les billets provenant d'Angleterre.
c'était que de l'or et point barre. Donc ça, c'est un des problèmes que tu vas rencontrer justement en créant ta monnaie, c'est qu'il faut qu'elle soit acceptée ailleurs. Et l'or est le seul moyen qu'il y avait à l'époque, et encore aujourd'hui, de pouvoir avoir une valeur commune, peu importe la forme qu'elle substitue. Je parle de ça parce que c'est clé, c'est vraiment clé pour la suite. Il se trouve que Napoléon a perdu la bataille de Waterloo, tout le monde le sait. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que Nathan Rothschild, à cette époque-là, donc il était dans les salles des marchés, à la bourse, et il savait que Napoléon avait perdu. Je vous passe l'histoire, elle est un peu longue, mais il l'a su. Il avait un messager qui est venu lui rapporter avant que les autres soient au courant. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a vendu les obligations que la Banque d'Angleterre avait émises. Les autres, voyant ça, se disent « Mais lui, il sait, l'Angleterre a perdu !» Alors tout le monde s'est mis à vendre les bons d'obligations qui étaient émis par l'Angleterre. Et en parallèle, que faisait Nathan avec ses agents? Il rachetait en secret les bons du trésor de la Banque d'Angleterre. En faisant ça, il a pris le contrôle de la Banque d'Angleterre. Voilà comment s'est passée la naissance de la famille Rothschild, qui depuis aujourd'hui, enfin depuis cette date et jusqu'à aujourd'hui, on peut le dire, dirige le monde. C'est pas la Banque d'Angleterre qu'il faut étudier, parce que la Banque d'Angleterre, en fait, même si c'est la première, la véritable banque qui nous pose un problème aujourd'hui dans le monde, c'est celle-là. C'est la Réserve fédérale. Il se trouve que cette Réserve fédérale, c'est une banque privée. Ce n'est pas une banque d'État. Alors son histoire est extraordinaire. Alors je vais le résumer parce que malheureusement j'ai 3 pages et que le temps passe. Il faut savoir qu'il y a eu 3 guerres avant que la Réserve fédérale soit comme on la connaît aujourd'hui depuis 1913. La première partie est plus qu'extrêmement intéressante parce que ça implique George Washington. Il faut savoir que quand les colons américains, quand les colons sont arrivés en Amérique du Nord, ils ont donc travaillé très très dur pour développer leur économie. Alors il faut comprendre, il faut vraiment s'imaginer, les colons c'est des Européens à la base, donc ce sont des Anglais, ce sont des Pays-Bas, ce sont des Hollandais, ce sont des Français, ce sont des Espagnols, ce sont des Allemands, ce sont des Italiens, enfin bref, on va pas faire la liste. C'est des gens qui viennent un peu de partout d'Europe, qui fuient les royautés. Arrivant sur ce nouveau territoire, se disent, ah bah enfin libre, freedom, liberté, nous ne sommes plus des sujets du roi, nous sommes libres. Ben en fait, non. non, l'Europe ne voyait pas les choses comme ça. Il faut savoir qu'à l'époque, donc, quand ils ont débarqué là-bas, ils sont également venus avec leurs valeurs, donc que ce soit des valeurs matérielles ou que ce soit des valeurs monétaires. Et donc ces différentes valeurs monétaires s'échangeaient, donc que ce soit des florins, des francs français, des livres italiennes, etc., etc. Donc c'était pas très pratique, parce que combien vaut un par rapport à l'autre, etc. Donc très très vite, les gens se sont rendus compte que c'était peut-être plus facile d'échanger des manteaux de fourrure, du riz, du tabac, des coquillages même. Et là, ça commençait à poser un problème pour la communauté, on va dire. Il fallait que la communauté se développe. Donc le gouvernement a fait un truc très simple, qui va te parler, Sonia. Il a émis sa propre monnaie. Finalement, comme le dit si bien François, c'est aussi simple que ça. On va émettre notre propre monnaie. Cette première monnaie, c'était les colonial script. Et alors la petite anecdote est très sympathique parce que Benjamin Franklin Benjamin Franklin ou George Washington, j'ai toujours un doute. Benjamin Franklin, il se rendit en visite, donc il se rendit au Royaume-Uni en 1763 et il rencontra le responsable de la Banque d'Angleterre. Évidemment, le responsable lui dit, mais quel est le miracle de cette prospérité? Benjamin Franklin, il n'a pas été par 4 chemins, il lui a répondu textuellement, c'est très simple. Dans les colonies, nous émettons notre propre monnaie. On les appelle ça les billets coloniaux, donc les colonial scripts, que nous émettons en proportion des besoins du commerce et de l'industrie. Ainsi, les produits passent très facilement des mains des producteurs à ceux des acheteurs. En créant de cette manière notre propre papier-monnaie et en garantissant son pouvoir d'achat, nous, le gouvernement, n'avons pas besoin de payer d'intérêt à qui que ce soit. Vous imaginez la tronche du numéro 1 de la Banque d'Angleterre? Ils sont rentrés dans une rage folle, mais vraiment dans une rage folle. Ils se sont empressés d'aller voir le roi, ils lui ont expliqué la situation. Évidemment, le roi a capitulé, puisque la
banque est plus fort que tout. Et donc, les colons se sont vus imposer ce qui s'appelle le Currency Act, qui leur interdisait purement et simplement de créer leur propre monnaie, les ramenant obligatoirement à utiliser la monnaie de la couronne britannique, évidemment contre intérêt. Benjamin Franklin, un peu plus tard, a parlé douloureusement des graves conséquences de cette loi sur les économies des colonies. Il a dit que si l'Angleterre n'avait pas privé les colonies du droit d'émission de la monnaie, créant ainsi du chômage et du mécontentement, leurs membres auraient été heureux d'ajouter une petite taxe sur le thé ou d'autres produits, et l'incapacité des colons à être investis du pouvoir d'émettre leur propre monnaie en s'affranchissant de façon permanente de George III, l'anglais, et des banques internationales, particulièrement la Banque centrale anglaise, est probablement la principale raison de l'éclatement de la guerre d'indépendance. J'ai pas souvenir qu'à l'école on expliquait ça comme ça. Hein. Les pères fondateurs, on peut dire qu'ils étaient quand même assez clairvoyants, parce que si je reprends ce que Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, a dit en 1791, si les colonies américaines permettent d'aventure aux banques privées de contrôler l'émission de la monnaie, alors ces banques passeront par l'inflation, puis la déflation, pour priver le peuple de tous ses biens, jusqu'à ce qu'un matin, leur enfant se réveille en ayant perdu leur maison et les terres que leur père avait exploitées. Je trouve qu'il y a une belle similitude avec ce qui se passe aujourd'hui. Je la fais vite, il y a eu 3 guerres. C'est-à-dire que, malheureusement, Washington était un petit peu embêté avec le fait qu'il n'avait plus le droit de créer la monnaie. Donc, quand les Rothschild ont envoyé leur agent pour créer la première banque centrale aux États-Unis, ben, malheureusement, il a dû craquer. Donc, il a accordé un mandat d'exploitation de 20 ans. Donc, la première banque a été créée en 1789, et pendant 20 ans, donc, elle a œuvré évidemment à alimenter en monnaie privée, contre intérêt, les États-Unis, ce qui devenait les États-Unis d'Amérique. Au bout de 20 ans, le mandat ne fut pas renouvelé. C'est Thomas Jefferson qui était alors président des États-Unis, et il a décidé de ne pas le faire. Vous imaginez la tronche de M. Rothschild? C'est simple. Il leur a dit que, il a simplement dit que s'ils ne me permettent pas d'avoir ma banque, eh bien ils vont se prendre une guerre. C'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu une deuxième guerre. À la fin de cette guerre, le président Madison a dit bon, on va peut-être voir pour créer une banque centrale. Ce qui s'est passé, donc de 1815 à 1835, ben, il y a eu une seconde banque. Et puis cette seconde banque a aussi œuvré 20 ans. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce deuxième coup-là, le président de l'époque, le président Jackson, le 8 janvier 1836, donc un an avant la fin du mandat de la banque, avait réussi un tour de passe-passe extraordinaire. Il avait réussi à rembourser toute la dette. Étonnant. C'est d'ailleurs la seule fois dans l'histoire des États-Unis où la dette était tombée à 0. Et en plus, ils avaient un excédent de 35 millions de dollars. Comment ils avaient fait? Une chose est sûre, c'est qu'ils avaient, c'est historiquement prouvé, ils avaient sorti l'argent des banques centrales, l'argent de l'État, l'argent du gouvernement, ils l'ont sorti des banques centrales et ils l'ont placé dans les banques d'État. L'histoire ne dit pas comment ils ont réussi le tour de passe-passe, mais c'est ce qui s'est passé. Donc forcément, ils n'ont pas renouvelé le contrat. Ils n'ont pas renouvelé l'extension de la banque, le mandat de la banque. Évidemment, les Anglais, les Rothschild et toute la smala n'étaient pas très contents. Donc ils ont envoyé, comme d'habitude, leurs troupes et ils ont créé une guerre civile, la fameuse guerre de sécession. Ça non plus, on ne l'a pas appris à l'école. Bref, il faut savoir que tout ça s'est terminé grosso modo au milieu du 19e siècle, donc 1850 à peu près, enfin 1836 pour être précis, 41. En 41, la guerre était terminée, l'économie recommençait à repartir un peu, et alors là, 1848, il y a eu un miracle. Aux États-Unis, on a trouvé de l'or. Beaucoup d'or. Alors forcément,
le gouvernement mettant la main sur de l'or, le gouvernement n'ayant pas de banque centrale à qui ils doivent emprunter de l'argent, ça les arrangeait. Ça arrangeait pas les banquiers centraux, mais ça arrangeait le gouvernement, qui a évidemment vu son économie grimper en flèche. Puis en même temps, en Australie aussi, on a trouvé beaucoup d'or. Et ça a posé un grave problème aux banquiers européens, parce que eux qui avaient le contrôle de l'or, depuis qu'ils avaient fait main basse sur la Banque d'Angleterre 100 ans avant, ils avaient le contrôle de l'or, donc ils fixaient le prix de l'or, décidaient de combien était l'once d'or. Et là, ils perdaient un peu le contrôle. Donc ça les arrangeait pas trop. Forcément, vous imaginez ce qui s'est passé. Un petit coup de guerre et tout repart. Et l'histoire ne s'arrête pas là, malheureusement. En 1913, on a vu arriver ça. Donc ça, c'est l'aboutissement de 200 ans d'histoire, de 3 guerres et de 7 présidents, enfin 6 à l'époque, présidents assassinés. La Réserve fédérale, pour faire très très vite, il faut savoir que 7 banquiers, des banques les plus importantes du monde, se sont réunis secrètement sur une île qui s'appelle l'île de Jekyll Island, et qu'ils ont travaillé pendant 10 jours à élaborer la loi qui fut votée dans des conditions discutables au Sénat et aux chambres des représentants. Il faut savoir que cette loi est passée le 23 décembre 1913 et que normalement l'usage veut qu'au Sénat et au Parlement américain, il n'y ait pas une loi importante qui passe dans la semaine qui précède Noël. Or là, la veille de Noël, on signe. Il n'y a que pour ce genre de choses qu'on voit ça. Hein. Depuis, la Réserve fédérale émet la totalité des dollars en circulation. Et j'ai quelques chiffres à vous annoncer qui sont totalement effrayants. C'est que de nos jours, les banques américaines émettent donc 97% de la monnaie en circulation comme prévu et les ménages doivent environ, donc les ménages, les privés, vous, moi, si on était américains, doivent 50 000 milliards aux banques. Essayez pas d'imaginer, c'est 50 000 avec 9 zéros derrière. Il faut une page A4 en largeur pour l'écrire. La dette publique de l'État, due aux banques, s'élève à 21 100 milliards. Bon, 21 000 milliards, on va pas chipoter pour 100 milliards quand même. Mais je crois que le chiffre le plus impressionnant, c'est ce que les États-Unis doivent au Japon et à la Chine. 1,3 trillion. Ça fait 1300 milliards. C'est ça, aujourd'hui, que les États-Unis doivent à gauche et à droite. Donc on a la Banque d'Angleterre, on a la Banque des États-Unis. Maintenant, je vais vous parler vite fait de la Banque de France, qui a été créée par Napoléon en 1800. Alors, c'est pas une banque sur le modèle américain, c'est pas une banque sur le modèle anglais, c'est pas une banque Rothschild. Le principe de la Banque de France était très simple. C'était une banque qui appartenait à l'État et à des privés aussi. Donc, Napoléon était son propre banquier qui émettait de la monnaie sans dette. Donc, un petit peu comme le virage qu'on a raté avec monnaie pleine, un petit peu comme l'avaient fait les pères fondateurs américains avec le Colonial Script. Dès lors que l'État émet sa propre monnaie, tout comme vous avez pu le jouer ce matin dans le jeu, c'est juste un moyen d'échange et ça fonctionne du moment qu'on y croit, qu'on peut payer nos impôts avec. Évidemment, tout à l'heure je parlais de Waterloo. On y revient à Waterloo parce que c'était une des ruses des Rothschild pour que Napoléon s'endette. C'est-à-dire qu'à un moment, à force de créer du billet, de créer du billet, de créer du billet, ça dilue la valeur de la monnaie. Et le peuple ne croit plus en cette valeur-là. On a fait les 7 cycles tout à l'heure au début. Donc, créant plus de monnaie pour faire la guerre, au bout d'un moment, Napoléon était à genoux. Il n'a pas pu continuer et il a perdu la guerre de Waterloo. Donc, il y a eu double jeu. Il y a eu double victoire pour les Rothschild. Premièrement, ils ont réussi à prendre le contrôle de la banque anglaise, en rachetant justement les obligations, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et en plus, ils se sont débarrassés de Napoléon. Tout va bien. En se débarrassant de Napoléon, ils ont pu faire évidemment main basse sur la Banque de France. Mais nous ici, on est dans un super petit pays. Créé en 1291 par une bande de fous qui se sont dit on va se mettre ensemble et puis on va se protéger mutuellement. Et puis, comme on est au milieu du passage, on va passer des accords avec les pays qui nous entourent, les royaumes qui nous entourent, les empires qui nous entourent, puis on va leur demander de nous foutre un peu la paix, mais bon, s'ils veulent s'arrêter, manger chez nous et acheter nos carottes, nos patates, et je ne sais pas s'il y avait déjà la raquette à l'époque, mais
La Suisse est née comme ça. Mais depuis 1906, nous avons ceci, la Banque nationale suisse. Vous savez où elle est, la Banque nationale suisse? Vous avez déjà été? Vous l'avez déjà vu? Alors imaginez-vous le tableau suivant, vous êtes là, vous regardez la Banque nationale suisse, là, puis là vous avez le palais fédéral. Voilà. Qui représente d'ailleurs très bien la Constitution, puisque tout en haut il y a la croix, donc au nom de Dieu Tout-Puissant. Les cantons réunis, qui sont sous la coupole, etc., etc. Enfin, c'est pas le sujet. La Banque nationale suisse, en fait, a été votée par le peuple suisse en 1891. L'histoire est sympa. Quand on s'est créé, donc en 1848, la première constitution, on a décidé que les pièces étaient centralisées, la création des pièces était centralisée à la Confédération. Jusque-là, tout allait bien. Puis en 1880, on a décidé de réglementer les billets de banque. Oui, parce qu'il y en avait quand même beaucoup en circulation. Il faut savoir qu'il y a plus de 900 monnaies en circulation au milieu du 19e siècle en Suisse. Vous imaginez que chaque ville, voire certains villages, avaient leur propre monnaie. Donc on retombe dans les monnaies locales. Bon, les banquiers, on sait comment ils sont, hein, on a vu un peu l'histoire. Hein. Je vous promets qu'on va bien faire. Ah, ils ont promis qu'ils avaient bien fait, donc ils ont bien fait. Bon, la Confédération s'en est quand même un petit peu aperçu qu'ils dépassaient largement l'émission de valeur, c'est-à-dire qu'ils devaient avoir 40% en réserve par rapport à ce qu'ils émettaient. Donc s'ils avaient 100 en réserve, ils pouvaient émettre devant 140. Bon, ils ont émis 140, probablement plusieurs fois, puisque la Confédération a dit stop en 1881. Elle a dit on va réglementer tout ça. Ils n'ont pas vraiment respecté. Donc en 91, nous, le peuple suisse, nos aïeux, ils ont dit stop. La création des billets de banque par les banques commerciales, par les banques privées, c'est terminé. Et dans cette loi, que le peuple suisse accepta, il y avait l'idée de créer une banque nationale suisse. Nous avons mis 14 ans, entre 91 et 1905, pour avoir ce qui allait devenir notre banque nationale telle qu'elle était avant qu'on la change. En fait, la Banque nationale suisse, quand elle a commencé son activité en 1906, c'était une véritable banque nationale suisse. Son capital action était possédé uniquement par des Suisses, nous. C'est une société par action, effectivement, c'est une société anonyme. C'est une société anonyme, donc c'est une société privée de droit public, elle a une loi qui l'encadre. Donc, dans cette loi, donc, le capital action qui était à l'époque de 50 millions, c'est ça, maintenant c'est 25, hein, ouais, qui était de 50 millions, était possédé, ne pouvait être acheté uniquement par des Suisses ou des entreprises suisses en Suisse. Donc c'était une banque nationale suisse appartenant aux Suisses. Elle avait pour mission évidemment d'être la banque de la Confédération. Et tout ça fonctionnait bien. Regardez, on a quand même eu une jolie prospérité entre 1900 et 2000. Et je ne vous cache pas que le 18 avril 1999, on a merdé. Enfin, disons qu'on s'est bien fait manipuler surtout. Qui se rappelle de cette votation, la nouvelle Constitution, la révision totale de la Constitution? Qui s'en rappelle? Toi, oui, ça c'est sûr. Voilà. Est-ce qu'on vous a expliqué là-dedans que l'objectif réel, c'était de ne plus adosser de l'or au franc suisse? Non. Vous vous rappelez, la première chose que j'ai dit tout à l'heure, c'était que d'abord, on a une monnaie sonnante et trébuchante, puis à un moment, on dilue tout ça, voire on substitue. On y est depuis 2000. En fait, en Suisse, nous avions des pièces sonnantes et trébuchantes jusqu'à peu près en 1950. À partir de là, on a commencé à avoir cette mitraille qu'on a dans nos poches, qui ne vaut absolument rien, puisque, hormis ce qui est frappé dessus, puisque si on le fond, c'est du nickel, hein, donc ça vaut rien. Mais avant, il y avait de l'or, enfin, il y avait de l'argent dedans, surtout les pièces de 5 francs. Alors, il y a toujours des pièces commémoratives hein, qui sont en métal précieux, mais aujourd'hui, ce qu'on a dans la poche, c'est de la substitution, c'est plus du tout des pièces de valeur réelles. Le 18 avril 1999, en fait, c'était le résultat de 18 années de préparation de la population à ce qui allait être, ce que j'appelle moi, le mur. Le mur. On s'est pris le mur. On s'est pris le mur pourquoi? Parce qu'en fait, 18 ans avant, 1991, qui se rappelle de 1991? Moi j'avais 5 ans, c'est ce que je veux dire. 1991, Caspar Villiger. Non, j'avais 15 ans, pardon. Caspar Villiger. Caspar Villiger a dit « Oui, oui, c'est bien, on rentre au FMI, on signe. »
Quelle était la condition pour entrer au FMI? Ne plus avoir d'or adossé au franc suisse. Merci les accords de Bretton Woods des années 70. Donc l'idée, c'est que l'État, qui est affilié au FMI, eh ben, il est une monnaie vide. Je crois qu'on ne peut pas utiliser d'autres termes. Une monnaie vide. Donc on a passé 18 ans. Ben non, c'était 80, parce que je dis 91. 80, oui, non, j'ai bien 5 ans. 81. Il fallait donc bien préparer la population à ce qu'elle signe quelque chose qu'elle ne comprenne pas. On a signé les accords du FMI, on a attendu 18 ans, on a passé la Constitution, on nous a dit, pas de souci, hein, c'est juste une mise à jour textuelle, hein, on ne change absolument pas l'esprit, on ne change absolument pas le contenu, vous inquiétez pas, on modernise, parce que les mots de l'ancien français, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on a tous fait, nous? Signé. Le 18 avril 1999, nous avons perdu deux choses. Nous avons perdu notre souveraineté politique, puisque l'article 5, alinéa 4, nous impose de respecter le droit international au sujet de la votation de demain. Ce n'est pas le sujet du moment. Nous avons perdu notre souveraineté monétaire, parce que nous avons perdu le franc suisse adossé à l'or. Nous avons aujourd'hui du franc suisse adossé à du vent. Et pour cela, nous avons dû attendre le 1er mai 2000, donc vous voyez, c'est venu vite, hein, le 1er janvier 2000, nouvelle constitution qui rentre en vigueur. Puis 1er mai 2000, nouvelle loi sur la monnaie, la loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, qui a remplacé la loi sur les monnaies. On a perdu les pièces en argent. On a perdu une des pièces qui avait de la valeur. Avant, on pouvait se pointer à la BNS avec un billet de 1000 francs. Bonjour, voilà, je prends un billet de 1000 francs. Parce qu'un billet de 10 francs, ça ne sert à rien. Un billet de 1000 francs, oui. J'aimerais le pendant de ceci. Et la BNS devait aller vous chercher un petit peu d'or et puis donner un peu d'or. C'était pas un achat, hein. C'était un échange. On allait chercher ce qui correspondait à ce billet. Aujourd'hui, je vous défie d'aller à la BNS et de poser un billet de 1000 francs en disant j'aimerais le pendant. Au pire, ils vous donnent 10 billets de 10, 10 billets de 100. Voilà. Donc, le billet de 1000 ne vaut rien. Voilà. Si on regarde ce qui se passe au niveau mondial, ça, c'est les réserves d'or aux États-Unis depuis 1890. D'accord? Donc on voit, ça a grimpé, super. Et le petit graphique rouge qui est là, c'est le pourcentage sur l'échelle qui est ici de combien ça représente en réserve mondiale. Donc l'or en réserve mondiale, ce qui est aux États-Unis, est-ce que ça correspond par rapport au reste du monde? D'accord? On voit que depuis 71, la fin de la convertibilité du dollar en or, donc pour nous, c'est 2000, hein, or franc suisse. Ben, voilà, il n'y a plus grand-chose qui s'est passé. À croire que l'or n'est pas important. Par contre, ce graphique-là est génial. En 1650, on pouvait acheter 180 grammes d'or pour 100 $. Puis aujourd'hui, $2. Alors imaginez juste la chose à l'envers maintenant. Imaginez qu'en 1650, votre famille n'avait pas des dollars, mais avait de l'or. On va dire qu'elle avait 1 kilo d'or. Je vous souhaite en avoir plus, mais on va faire 1 kilo d'or. Imaginez-vous maintenant que ce graphique, dans ce cas précis, s'inverse complètement. Donc ça veut dire que celui qui possédait 1 kilo d'or en 1650, aujourd'hui, ce que ça représente en francs suisses ou en dollars ou en devises, ça doit largement dépasser le plafond. Je me demande même si ça ne dépasse pas le clocher. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'or est une valeur refuge. Aujourd'hui, on invente une machine à voyager dans le temps. On prend un peu d'or, je redescends en Égypte, je pense que je peux facilement rencontrer le pharaon. Je descends en Égypte avec mes billets de francs suisses ou mes dollars, je pense que je vais devenir le même esclave que ceux qui y étaient à l'époque. Je ne vaux rien. Inversement, je reviens aujourd'hui avec un Égyptien de l'époque. Bon, imaginez-vous le choc qu'il rencontrerait, mais s'il avait de l'or, il pourrait s'en sortir. Par contre, ces papyrus, je ne suis pas sûr qu'ils valent grand-chose. Enfin, quoique, dans certains musées, mais voilà.
Bref, l'or est une valeur universelle. Inversement, la Chine, puisque tout à l'heure j'ai dit que les États-Unis doivent beaucoup d'argent à la Chine, et ben on voit ce qu'on appelle donc les réserves de change, donc c'est-à-dire ce que les Chinois ont investi en dollars. Donc ça veut dire que quelque part dans leur compte, ils ont ça en dollars. Ça a commencé à grimper dans les années 90. Donc il faut savoir que si les États-Unis disent ben, notre dollar ne vaut plus rien, et ben, tout ça, ça ne vaut plus rien. C'est comme ça qu'ils amortissent. C'est comme ça qu'ils amortissent, effectivement. Enfin, je vous montre ce graphique-là, que vous trouverez à la fin de ce livre, que j'ai amené ici, de Liliane El-Kawam, qui est une amie et une analyse financière extraordinaire. Ce livre devrait être, à l'origine, une fois lu, devrait tous nous mettre dans la rue. Comme en France actuellement. Je vois que vous avez des gilets jaunes, c'est tout à fait adapté. Ce livre devrait être notre cri de guerre, notre raison de descendre dans la rue. Dépossession, de Liliane El-Kawam. On y apprend énormément de choses, j'en parle après. En fait, le graphique qui est là, il illustre absolument tout ce que je viens de vous expliquer, à savoir le système. Il n'est pas en crise. C'est la crise qui est le système. Pourquoi ? On parle de crypto-monnaie aujourd'hui. Ça représente, voilà, c'est ça les crypto-monnaies. Ici, on a à peu près ce que Apple représente en capitalisation boursière. Ici, on a la totalité de l'argent des 50 personnes les plus riches. Vous voyez, quand on vous explique, on dit, oui, regardez, Warren Buffett, il a 60 milliards, et puis Bill Gates, et puis Carlos Slim, regardez ce que ça représente. Rien. Par rapport au truc après. Là, ici, nous avons la monnaie physique. Ce qu'on a dans nos poches. Vous voyez, ça ne représente rien. Là, ici, ce sont les réserves d'or. Tout ça, on va dire, c'est ce qu'on connaît, nous, c'est ce qu'on a l'habitude. Quand on parle argent, c'est ça qu'on a dans nos têtes. Les banquiers, eux, ça, ils s'en foutent. Regardez pourquoi. Ici, c'est le marché boursier mondial. Vous savez, le casino, les chiffres. Prenez Google, vous tapez CAC 40, puis vous voyez, le CAC 40, il monte, il descend, tout ça, c'est du vent. C'est du vent, c'est du vent. Puis ici, vous avez la masse monétaire mondiale. Puis là, vous avez, ça devient intéressant quand même, ça commence un petit peu à se voir. Et puis là, ici, nous avons la dette mondiale. La dette mondiale. Donc, on doit plus que... Bon, c'est incompréhensible. Ici, nous avons l'immobilier mondial. Tiens, c'est drôle, hein? C'est drôle quand même, hein? Et ça, est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Est-ce que vous arrivez à imaginer ce que c'est, ça? Oui. C'est quoi? C'est le 1% qui possède le monde. Raté. Le 1% qui possède le monde, ils sont là. Les 50% les plus riches, elles sont là. Ils sont là. Alors, c'est quoi, ça? Les dérivés. Les dérivés. Alors, les dérivés, c'est quoi? En fait, je sais que Nicolas, il a parié que je finissais à 12h30. Donc, il a créé un pari avec François. Donc, ils ont créé un produit dérivé. Puis François, il avait le bout de papier, le contrat qu'ils ont conclu, puis il l'a revendu à Gérard. Puis Gérard, lui, sur cette base-là, il a fait un produit dérivé qu'il a revendu. C'est ça. Donc c'est du vent. C'est du vent. C'est du vent. En fait, ça n'a même pas de nom. Enfin, si, je pense qu'on peut appeler ça, d'un seul mot, de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Parce qu'en fait, l'objectif des banques, il faut bien comprendre ça. L'objectif des banques, je ne parle pas de notre petite banquière que l'on a derrière le guichet. Je ne parle pas de notre conseiller financier à qui on va demander un crédit immobilier. Je ne parle pas de ceux qui se lèvent le matin pour travailler, pour gagner de l'argent, comme tout le monde, et nourrir leur famille. Je parle de ceux qui sont en haut. Je parle de l'oligarchie financière. Leur but, c'est de tout ramener là, tout le temps. Tout le temps. Et de faire grimper ce truc-là. Plus ce truc-là sera haut, plus il s'assure des revenus réguliers. Donc c'est les dettes. Oui. Oui. Ben oui. C'est une forme de dette. Mais c'est pas une dette sous forme de monnaie émise. Voilà, c'est pas une monnaie sous forme de monnaie émise. C'est ça qui est paradoxal et qui est dur à comprendre. C'est une captation. C'est une captation.
Alors maintenant, quel futur? Vous connaissez ça? J'arrive à la fin. Est-ce que quelqu'un connaît ce bâtiment? La pierre. Ouais, c'est de la pierre, ouais. C'est les 10 commandements rédigés à la sauce de l'homme. C'est les Georgia Guidestones. C'est un bâtiment dont, si vous le cherchez sur Internet, vous verrez qu'il y a beaucoup de controverses là-dessus. En tout cas, une chose est factuelle, c'est que le bâtiment, il existe. On ne sait pas qui l'a écrit, enfin qui l'a créé. Oui, non, il y a beaucoup de discussions au sujet. C'est le Stonehenge américain, hein. C'est un monument qui a été érigé le 22 mars 1980. J'avais tout juste pas 5 ans. En Géorgie, près d'Elberton. Elles ont été construites par la firme Elberton Granite Fishing Company sur commande d'un anonyme s'étant présenté sous le nom de R.C. Christian. Alors sur Internet, vous trouverez dans le monde du complotisme l'idée comme quoi RC veut dire Rose-Croix. Et Christian, Christ. Voilà. Bref, comme je disais factuellement, le bâtiment, il existe. Et alors, il contient 10 commandements, effectivement. Alors, je m'excuse d'avance pour le choc que ça va engendrer auprès des croyants. Les 10 commandements sont les suivants. Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus. On est combien aujourd'hui? 9 milliards? Oui, non, on veut réduire la planète. D'accord. Donc 500 millions. Gardez la production sagement en améliorant l'aptitude et la diversité. Un peu ça paraît sympa, mais l'agenda 21, on connaît. Unifier l'humanité avec une nouvelle langue. Destruction totale de toutes nos cultures. Racines et compagnie. Diriger la passion, la foi, la tradition ou toute chose par l'usage de la raison et de la modération. Donc on oublie les fêtes, on oublie les croyances, on oublie ce qui fait de nous des êtres humains, tous différents les uns des autres. Protéger les peuples et les nations par les lois équitables et les tribunaux justes. Ça veut dire plus de frontières, ça veut dire plus de tribunal nulle part, ça veut dire une seule loi, ça veut dire une seule religion, ça veut dire une seule dictature. Je vous renvoie au livre 1984. Laisser toutes les nations se gouverner librement et régler les conflits internationaux devant un tribunal. Tribunal pénal international, ça vous parle? Voilà. Éviter les lois tatillonnes et les officiels inutiles. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu le sujet. Je trouve que les politiques ne savent vraiment plus quoi faire, donc ils font des lois tatillonnes. Équilibrer les droits individuels et les devoirs sociaux. Ça peut sembler joli comme ça. Je vous renvoie à ce moment-là au traité de l'ONU que veut signer le gouvernement fédéral. Et je vous recommande de le lire. Vous verrez que ce n'est pas joli. On donne plus de droits aux émigrés qu'à ceux qui vivent ici. Privilégier la vérité, la beauté, l'amour, la recherche de l'harmonie avec l'infini. Donc, ce qui n'est pas beau doit mourir. Alors, je sais que je ne suis pas Richard Gere, mais j'ai pas envie de crever. Ne soyez pas un cancer à la surface de la Terre, laissez de l'espace à la nature, laissez de l'espace à la nature. Ça peut sembler joli comme ça. En fait, l'idée, c'est de tout organiser, de planifier comment les choses doivent évoluer. On veut se prendre pour Dieu, en fait. On veut se prendre pour Dieu. Alors, je vous renvoie à ce livre des possessions. J'ai déjà montré tout à l'heure. Qui est sorti au mois de septembre. Que j'ai amené ici en quantité suffisante pour que vous puissiez en acquérir un. Donc, je vous recommande de posséder des possessions. Vous y apprendrez, par exemple, que... Des possessions, mais j'en ai plein, ils sont là. Ils sont là, vous inquiétez pas. Ben, vous y apprendrez par exemple au chapitre 13 comment l'argent des retraites est confisqué au profit du grand casino mondial de la bourse. Schéma que j'avais fait tout à l'heure avec la super marche d'escalier. Vous y apprendrez au chapitre 9 comment certains pays gonflent leur PIB en intégrant par exemple dans le calcul l'argent sale, donc l'argent de la drogue, l'argent de l'arme, l'argent de la prostitution, etc. etc. Je vous donne une info, vous y apprendrez que notre ancienne conseillère fédérale, Mme Ruth Dreyfus, travaille pour l'Open Society, et sa mission est de faire la promotion de toute forme de drogue douce ou dure, et de les légaliser, les libéraliser. Oui. Bon, il faut quand même dire que quand ils ont fait ça à Amsterdam, la consommation de cannabis... Oui, ça peut se discuter. Vous y apprendrez au chapitre 4 que les organes de l'État sont forcés par Bruxelles de se transformer en entreprise inscrite au registre du commerce.
J'ai quelques démonstrations à vous montrer en aparté après. Vous y apprendrez au chapitre 1 que le modèle de comptabilité de la Confédération, dans le modèle de comptabilité de la Confédération, les ménages sont des producteurs économiques. Vous êtes comptabilisés, nous sommes, je suis comptabilisé comme une entreprise. Voilà ce qui nous attend. Il y a un monde néolibéral. D'ailleurs, Vincent, qui est son fils, qui est un docteur en économie d'ailleurs, j'espérais en avoir aujourd'hui, mais l'éditeur a tardé à le sortir. Enfin bref, donc il va sortir ces prochains jours. Vincent Held voit, lui, comment les choses se passeront après la crise. Il envisage l'hélicoptère monétaire, autrement dit, le revenu de base inconditionnel, sauf que celui-ci ne se fera pas sous la forme qu'on aurait pu l'accepter en votation il y a 2 ans. Hein. Voilà. Donc je conclus. Une monnaie sans garantie, c'est l'ennemi naturel des banquiers. Car si la dette d'un gouvernement ne sert pas de garantie, alors le gouvernement a besoin d'emprunter aux banques le fameux métal précieux. Et les banquiers perdent alors une partie de leur puissance. L'avenir de nos libertés fondamentales se joue maintenant. Seul est libre qui use de sa liberté. Préambule de la Constitution suisse. Merci. Une question. Je ne vais pas trop loin. J'ai beaucoup de questions. Avec plaisir. Je vais les garder en fait. C'était pas pour la soirée. Tiens, il y a des micros là. Alors, juste si j'avais 1 ou 2 questions, c'est bon. Il faut savoir que dans l'organisation de la journée, on a C'est prévu 1h moins quart. que les conférenciers se réunissent tous le soir, et là on peut poser toutes les questions de la journée. Voilà, c'est pour ça que les interventions entre deux, c'est juste 1 ou 2 questions, et le reste, ils sont plutôt le soir. Les autres questions, notez-les. Bon, après je suis là, on peut en discuter aussi autour de la table, hein, c'est pas un Je souci. peux vous poser ma question. Alors, j'écoute. Par rapport à votre schéma, où les Chinois ont, depuis les années 90, ont commencé à emprunter des dollars et ont augmenté comme une exponentielle, Ouais. et puis que maintenant les dollars ne valent quasi plus rien. Alors, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que les Américains, enfin l'administration américaine est un plus grand voleur que l'administration chinoise. Alors, oui et non. Il y a plusieurs choses là-dedans. Le dollar ne vaut pas rien. Il n'est plus adossé à de l'or, certes, mais il est adossé au pétrole. Il ne faut pas oublier ce point-là. Donc, effectivement, quand on rentre dans ces sujets-là, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, il faudrait des conférences de 4 jours. Donc c'est vrai que je suis passé très très vite sur beaucoup de choses pour juste donner les fondamentales en fait et montrer que la crise c'est le système. Le dollar, il est... Où le pétrole est épuisé. Alors, ce qui se passe, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand... On va faire un exemple très simple. Arabie Saoudite, du pétrole est extrait. Alors, c'est une situation un peu particulière parce qu'en fait, depuis les années 50, les Américains payent 17 $ le baril de pétrole, quels que soient son prix sur le marché, à l'Arabie Saoudite. D'accord? Donc, un baril de pétrole, c'est environ 200, 300 litres, un truc comme ça. Je sais jamais. Non, c'est 200-300 litres. Enfin, bref, c'est pas grave. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que mécaniquement, donc, l'Arabie Saoudite reçoit des dollars. Super. Qu'est-ce que tu en fais? Je dois prendre le micro. Alors pour ça, il faudrait qu'elle achète en fait des services auprès d'entreprises américaines. Et comme ça, les dollars, ils reviennent aux États-Unis. D'accord? Ou alors, elle garde des dollars. Et donc, on va dire des billets, parce que c'est plus des billets aujourd'hui, c'est électronique, mais c'est pareil, le principe est le même. Et elle se dit, bah tiens, là j'ai suffisamment de dollars. Et comme les Américains, ils viennent d'émettre des bons d'obligation, Si je suis là, c'est bon. ah, ça tombe bien, je vais pouvoir leur renvoyer les dollars et obtenir des bons. Et là, du coup, bah, c'est plus des dollars qu'ils possèdent, c'est des bons américains. Ce qui explique justement comment ça se fait que ça grimpe. C'est ce qu'ont fait les Chinois. En fait, c'est très facile à comprendre. Les Chinois, avant, ils étaient tranquilles dans leur coin, 1 milliard chez eux, jusqu'à pas de soucis. Puis qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80-90? On a commencé à exporter les productions là-bas. On a commencé à leur demander de nous fabriquer des choses. Ça a un prix, ça.
Ça veut dire qu'en réalité, quand nous achetons nous du matériel ici, il faut comprendre qu'eux, de leur côté, ils ont reçu de la monnaie de notre pays. Donc nous envoyons, nous, Européens, géographiques, des euros, ou nous, Suisses, des Suisses, ou les Américains, des dollars, puis eux, ils se retrouvent avec plein de devises. Mais ils ne peuvent rien en faire, ils ne vont pas payer leur personnel en dollars, ou en euros, ou en francs suisses. Donc que fait le gouvernement, que font les banques? Elles achètent des obligations de l'État. Ça, c'est censé avoir de la valeur. Et c'est comme ça qu'on se retrouve après avec des chiffres pareils. Je dois faire une communication de service. Vous allez manger à 13h. Ah oui, c'est une bonne idée Voilà. de savoir ça. Alors, heureusement, je vais vous sauver la mise, là. Ouais. Mon nom, Narcisse Niklas. Est-ce que tu peux parler Je m'occupe d'innovation et Micro, d'invention. micro. On suit la ligne, monsieur. On suit la ligne, monsieur. Merci. Oui, merci. Vous allez donc, je vais vous sauver la mise et le planning, parce que vous remarquerez, même si je m'occupe d'innovation et d'invention, j'ai oublié ma clé USB, j'ai tout oublié, et je viens qu'avec ce qui me reste de mon cerveau, j'ai une sinusite. Alors, vous voyez, vous êtes mal barré. Vous avez cette revue qui est là-bas, c'est un produit que nous fabriquons, Monique et moi, en rapport avec l'innovation et l'invention. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, là, vous avez eu l'introduction que je devais vous faire. Donc, on a déjà gagné, on peut sauter un tour, donc vous savez tout. Et puis, si j'en viens directement à la pilule rouge ou à la pilule bleue, alors, moi, je n'ai pas encore choisi. C'est curieux, même si là, je viens devant un groupe de votre genre, j'ai travaillé pour la reine d'Angleterre, j'ai été payé par elle dans les années 80. J'ai travaillé pour le Shah d'Iran quand il a fêté le 2500e anniversaire de la dynastie des Pahlavis. Il y a quelques années, j'ai été invité à manger par M. Azoulay, qui est le conseiller économique du roi du Maroc. Vous voyez, des gens qui sont quand même assez louches. Et malgré ces rencontres, ces choses-là, j'essaye de rester moi-même. C'est ma seule qualité et mon seul défaut. Et maintenant, pour la faire court, on va arriver en 2008. Je m'occupe d'innovation d'invention. 2008, je suis au Salon des Inventions, comme j'y vais chaque année depuis une trentaine d'années. Et là, des gens qui viennent, qui me connaissent, qui me disent « Narcisse, tu sais ce qu'il faudra inventer ?» Non. Un nouveau système économique. Bon, mais qui me dit ça, d'accord. Et pendant les 5 jours du salon, sans déconner, il y a peut-être entre 30 et 50 personnes qui m'ont posé cette question, qui m'ont dit ça. Donc ça m'a quand même interpellé parce que, bon, a priori, avant on discutait du mouvement perpétuel, mais là c'est un nouveau système économique. Alors vous savez tous quand même qu'est-ce qui s'est passé 2007-2008, les gens étaient sensibilisés. Résultat des courses, vu qu'on m'avait lancé un défi, et que je suis un créatif et que les gens croient que je suis un inventeur, j'ai dit je vais m'attaquer quand même à ce problème qui m'a été posé. 2012, là, pour faire court, j'assiste à une conférence qui est vers une gouvernance mondiale par M. Michel Rocard. Il y avait des personnes qui étaient plus intéressantes, comme Stéphane Hessel. Et on parlait de la gestion du monde, etc., les grandes théories et tout, et des prix Nobel et tout. Et tout d'un coup, Rocard, qui faisait des références au fameux prix Nobel de l'économie, qui nous ont mis souvent dans la merde, hein, quand même, parce que les produits dérivés, c'est des inventions des prix Nobel d'économie, la théorie du jeu pour gérer la main qui va réguler les marchés, tout ça, vous pouvez chercher, c'est les gens du prix Nobel d'économie. Là, c'était au Club Suisse de la Presse, il y avait environ 120 journalistes dans la salle, un bel aéropage, donc Michel Rocard qui menait tout ça. Puis au bout d'un moment, je dis quand même, il me les gonfle, parce qu'il est en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. Le prix Nobel de l'économie. Le prix Nobel de l'économie n'existe pas. Alors je dis, quand même, Monsieur Rocard, désolé, mais il y a 20 minutes que vous nous parlez du prix Nobel de l'économie, et ça n'existe pas. Là, naturellement, il regarde les autres, etc., puis il dit, c'est abruti, il va penser. Et comme il y a des journalistes dans la salle et qu'ils étaient tous commutés, là, connectés, M. Rocard, il a raison. Le prix Nobel de l'économie n'existe pas. Donc il y en a 5. Vous le savez, la paix, la littérature, la médecine, la chimie. Donc voilà, je vais vous donner tout ça. Mais il n'y a pas de prix Nobel de l'économie. Et le prix Nobel de l'économie est une invention d'une banque
qui a donné ce prix pour honorer, il le donne en même temps que les prix Nobel, mais c'est pour tromper les gens, pour essayer de créer une certaine légitimité à la finance. Donc c'était leur but. On crée ce prix. Voilà. Et à partir de là, j'ai décidé que chaque fois que quelqu'un parlait de ce mensonge, j'allais corriger. Et j'ai un ami que vous connaissez, qui habite pas bien loin, Christian Campi, journaliste économique. Quand je lui ai dit, mais arrêtons de parler du prix Nobel de l'économie. Mais puis après, il m'a dit, ah ouais, Narcisse, t'as raison, je m'excuse, il n'y a pas de prix Nobel de l'économie. Alors, quand on voit qu'une petite manipulation de ce genre, un tout petit mensonge, en fait que les gens pensent faux, donne une reconnaissance à la finance qu'elle ne mérite pas, il faut s'interpeller. Et à partir de ce jour, j'ai dit, ben, je vais m'attaquer à ce petit mensonge. Et puis, j'ai commencé à bouger. Alors, 2013, dans le cadre d'une revue, Iromag, j'ai parlé un petit peu de ce problème et de mon projet. Et j'ai sorti un petit papillon que je vais vous donner tout à l'heure. Ce papillon a été édité grâce à Blaise Rosselard, c'est lui qui a financé l'impression du papillon, je pense qu'il serait là. Et le premier exemplaire, je l'ai donné à un gars que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Thomas Jordan. Et c'était aussi à Genève, au Club 6 de la Presse, je lui donne ce papillon, en me disant, ouais, j'ai pas l'air malin chez lui. Alors, il l'a pris, il l'a lu entièrement. Bon, c'est pas long, vous verrez, il a sur la table, il l'a lu entièrement en ma présence. À la fin, il l'a plié, il l'a mis dans sa poche, puis il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit bon courage. Il m'a pas dit c'était des conneries. Alors, ce que je soupçonne, c'est que je lui ai rendu service. Parce qu'il y avait plein de gens qui lui tournaient autour, qui voulaient le voir. Et comme il discutait avec moi, les gens, ils arrivaient, vous savez, ils commençaient quoi, à 2 mètres, puis ils repartaient. Thomas Jordan, c'est moi qui ai pratiquement mis fin à l'entretien. Donc je pense que je lui ai rendu service. Ça lui a évité de discuter avec tous les gens qui voulaient l'approcher. Bon, voilà. Ça, c'était... Ensuite, j'ai continué d'avancer. 2014, Rebelote, Rocard revient à Genève pour lancer leur truc de gouvernance mondiale. Et puis là, la discussion, tout ça était intéressante. On est à Genève, c'est l'ONU. Alors, je ne sais pas si vous savez, l'ONU, depuis qu'elle existe, qu'est-ce qu'il y a eu comme décisions contraignantes qui ont été votées, où il y a eu un vote de l'ONU qui a été suivi de quelque chose. Il y en a deux. Une qui est bonne, c'est la fin des mines antipersonnelles. C'est la première fois que l'ONU a voté une décision contraignante pour tous les États. La deuxième, c'est justement le tribunal de la Haye, Cour pénale internationale. Et je ne crois pas que depuis, il y en a eu d'autres. C'est les deux seules fois où une décision où l'ONU a été importante. Alors, Rocard qui vient nous parler de gouvernance, l'ONU, tout ce que vous savez, etc. Rebelote, j'en ai remis une petite couche parce que je lui ai dit, on est quand même à Genève. La Société des Nations était là, il y a eu l'ONU, on a tiré la couverture un peu à New York. Et puis, en fait, j'ai même pas voulu relever qu'il y a, je sais pas, 5000 décisions contre Israël qui ont eu aucun effet, etc. Mais j'avais relevé ces 2 points, puis je lui ai dit à quoi ça sert, sans vouloir parler de Gaulle, ce machin. Bon. Et la discussion part comme ça, eux ils font leur petit show, et puis comme toujours, il ne se passe pas grand-chose. J'attends toujours cette gouvernance mondiale, nouvelle gouvernance. Alors moi j'y réfléchis. Alors la prétention, donc c'est, je ne vais pas vous apporter la solution, je ne vais même jamais peut-être vous apporter la solution, mais j'ai fait un concept. En fait, je fais un cahier des charges pour arriver à cet objectif. Alors ce qui est intéressant aussi, je divague et je vais un petit peu partout, c'est que au XXe siècle, pour la première fois, il y a eu tout un système économique qui est né et qui s'est effondré. C'est le communisme. Donc c'est la première fois dans l'histoire, mais c'était quand même un système économique qui existe encore à peu près en Chine, qui marche, qui a ses qualités. Et quand on parle du capitalisme, les gens disent « oui, mais on va mettre quoi à la place ?» C'est-à-dire que personne ne pense qu'on peut remplacer le capitalisme par un autre système. Oui, non, je ne sais pas. Et ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au niveau du capitalisme, ben, il a engendré un nouveau système.
c'est la mondialisation. Et maintenant, on sait, je ne sais pas, le début de la mondialisation, c'est il y a 30 ans, ouais. C'est un système qui est en faillite. Donc, on peut raconter tout ce qu'on veut, avec les explications qu'on a eues, on voit que la mondialisation est un système qui est en faillite. Donc, prétentieusement, il faut qu'on réfléchisse. Alors, comment je vais arriver à vous faire produire un nouveau système économique? Je reviens sur Genève. C'est à Genève qu'a été inventé le web. Et en 88, quand il y a eu une note interne au CERN de M. Tim Berners-Lee et d'autres acolytes, la direction du CERN a dit « c'est sans intérêt votre truc, Internet ». La note écrite, elle existe, je l'ai vue parce que ce printemps, j'ai été à une conférence de la directrice du CERN, qui est une Italienne. Elle avait pris un facsimilé de la note, ils l'ont. Donc la direction du CERN, en 88, a dit ce truc-là, c'est sans intérêt. Et des gens ont décidé quand même de travailler un peu là-dessus, et on sait où ça nous a menés. Alors maintenant, est-ce que vous imaginez pourquoi le web est né au CERN? On va la faire court, parce que c'est parce que les gens n'arrivaient pas à communiquer. Et ça, je le tiens d'un gars qui a bossé sur le projet. Quand les chercheurs arrivaient, à l'époque, ils étaient d'une quarantaine de pays, ils arrivaient tous avec leur connectique, leur machin, leur truc, il fallait déjà changer les prises électriques pour pouvoir... il n'y avait pas des commutateurs pour le monde entier. Après, il fallait faire ce qu'il fallait pour que les ordinateurs puissent causer ensemble. Après, là, je pense que c'est un gag, on m'a dit que le CERN avait dû monter une agence de voyage interne pour occuper les chercheurs pendant que les techniciens étaient en train de préparer leurs outils de travail. Alors, ils allaient vous promener, c'était bon pour le tourisme suisse et français de la région, parce que pour pas qu'il y ait, alors vous avez fini, ils viennent leur casser les pieds. Donc, et il y a Tim Berners-Lee qui a dit, mais il nous faut trouver quelque chose, parce que ce bal, ça ne va plus, quoi. C'est des milliers d'heures de recherche qui sont perdues. Donc, si par presque un petit lapsus, par presque une idée comme ça dans l'air, on a fait Internet, le web, ben bon, on peut se poser des questions. Pourquoi on n'arriverait pas en mettant des forces comme au CERN? Les gens sont là. Alors moi, maintenant, je sors du CERN. Le CERN, c'est 5 à 7 000 personnes. À Genève, il y a 50 000 fonctionnaires internationaux qui sont tous maintenant mieux équipés qu'il y a 30 ans au CERN, en ordinateur, en puissance de calcul, en bureau, en confort et tout. Si ces fonctionnaires donnent 1 heure par semaine à réfléchir, à modéliser, et aujourd'hui, ce n'est pas une vue de l'esprit, avec les big data qui vous font peur, moi, ils ne me font pas peur, je balance tout, et avec l'intelligence artificielle qui vous fait peur, moi, je n'ai pas peur de l'intelligence artificielle, la connerie naturelle est bien plus forte, est bien plus à craindre. Donc, ça veut dire, là, faut pas avoir peur de cette évolution. Je ne sais pas que je veux prêcher pour l'innovation et l'invention, mais les siècles précédents, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, mais la connerie naturelle, elle était là, et on voit ce que ça nous coûte, ce qu'elle nous apporte comme bien-être. Oui, aussi l'intelligence humaine avec une méthodologie que je me réjouis de vous présenter après, parce qu'on doit revenir vraiment au concret. Je me réjouis de pouvoir parler, hein, parce que les solutions, elles sont là, le mur invisible, on sait comment il fonctionne. Je vous expliquerai tout ça, il faut l'abattre, c'est tout. Donc oui, on a besoin de notre intelligence, je vous assure. Ok, il y a de la place. Il y a de la place pour toutes les écoles. La philosophie, c'est réfléchir et discuter, faire des confrontations. Alors moi, mon but, c'est de faire travailler gracieusement les 50 000 fonctionnaires internationaux qui sont à Genève. Ils donnent 1 heure par semaine, ils ont les outils, ils ont les machines, ils ont les bureaux, ils ont les capacités, ils ont les échanges culturels, ils ont tout ce que vous. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'il y a de bien dans la charte de l'ONU, je ne sais pas si vous connaissez les mots du début, comment ça commence. C'est nous les peuples, c'est pas nous les nations, c'est pas au nom de Dieu Tout-Puissant, c'est pas au nom d'Allah, c'est pas au nom des drapeaux, c'est nous les peuples. Donc les peuples, c'est qui? C'est nous. Donc ça veut dire, donc voilà. Alors maintenant, donc je vous dis quel est le concept, et ça marche pas trop mal. C'est-à-dire que j'ai commencé gentiment à faire avancer l'idée. Alors monsieur Michael Moller, qui est le directeur de l'ONU, m'a dit que je pouvais prendre possession
de l'auditoire de la librairie de l'ONU quand je voulais, quand je serais prêt, qui relayerait l'information sur les réseaux de l'ONU. J'ai même rencontré un gars, j'en ai parlé, qui m'a écouté un peu distraitement, mais qui m'a écouté quand même, Yvon Pictet, qui m'a dit ouais, pour la Genève internationale, de réfléchir, etc. Donc c'est la place où il y a l'esprit, l'intelligentsia et tout. Donc voilà, pour vous dire maintenant, à partir d'une question stupide dans une foire, on a inventé quoi, vous mettez en branle des choses, et ça c'est la théorie des petits pas, en avance, les idées tout d'un coup tapissent, et si au début ça me permettait de me rendre intéressant et des gens se moquaient un peu de moi, maintenant curieusement s'accroche, c'est-à-dire que le petit événement avec Thomas Jordan m'a surpris, donc voilà, qu'ils réagissent comme ça, parce que quand je l'ai rencontré, on m'avait dit, tu verras, c'est un abruti de Saint-Gall, donc tu ne pourras pas discuter avec. Alors j'ai pu discuter, il m'a écouté, et je l'ai trouvé charmant. Alors, en fait, je mets en place ces événements-là, je tapisse gentiment, et le dernier élément qui me fait prendre confiance, c'est que j'ai décidé, selon Einstein qui a dit on ne règle pas un problème avec ceux qui l'ont créé, de ne pas faire ma communication en anglais pour le moment. Elle se fera en anglais naturellement à un moment donné. Par contre, je la fais en français et j'ai fait un résumé du concept qui est déjà traduit en 6 langues. Les traductions sont faites en fonction des gens qui veulent bien les faire bénévolement. Donc j'ai l'arabe, le russe, l'allemand, le polonais, l'espéranto et prochainement le chinois. Et là, ce qui me conforte de pousser cette idée, c'est quand j'ai approché le chinois inventeur pour faire cette traduction, je le connais depuis 40 ans, c'est la première fois que je l'ai vu éclater de rire. Donc il a éclaté de rire quand je lui ai expliqué le truc. Bon, je me suis dit, ok, je crois qu'il rit encore. Et maintenant, il me traduit en chinois, il me téléphone pour des explications, etc. Et normalement, dans une semaine, j'aurai la traduction en chinois. Donc après, on va voir. Donc mon idée, c'est mettre ça sur la table, laisser aller, laisser partir, et voir ce qui va se faire comme pour le web. Voilà, je m'arrête là. Bravo. Je remercie mon ami Narcisse Niklas pour son exposé. Nous sommes naturellement à sa disposition pour l'aider. L'esprit de Genève, la Suisse en général, ça ouvre des portes extraordinaires. Donc il y a un certain enthousiasme dans ce fait. Il vous parlait de Thomas Jordan, peut-être tout le monde ne connaît pas Thomas Jordan. Thomas Jordan est le président du directoire de la Banque nationale suisse. Ils sont 3 indépendants, une femme et 2 hommes, et ils gèrent près de 1000 milliards de dollars. Un des plus grands fonds de gestion du monde, c'est en fait le bilan de la Banque nationale suisse. Donc si 3 personnes décident de manière complètement indépendante quelque chose, ils ont un impact assez incroyable sur la planète. C'est un des plus grands fonds du monde. Et pour signaler juste, le plus gros actionnaire de Facebook, ce n'est pas Zuckerberg, le fondateur de Facebook par exemple. Le plus grand actionnaire de Facebook, c'est la BNS. Et c'est ces 3 personnes suisses, les 3 Suisses, qui ont eu un impact assez incroyable. Alors maintenant, aussi David a parlé de Madame El Kawam. Nous aurons l'honneur d'avoir son fils qui va donner un exposé à 14 h. Donc avant qu'il arrive, on va passer aux choses sérieuses, on va passer au sacrifice de la table. Donc la nourriture est servie dans la salle à côté. Donc il y a un processus à suivre, comme dans une cafétéria. Et on mange ici pour, en même temps, on peut discuter. Donc je vous remercie de votre attention. Je remercie encore mon ami Narcisse Niklas, qui nous a beaucoup aidé, notamment par rapport à la banque VIR, par rapport à la monnaie pleine, le domaine des inventions, Salon des inventions à Genève, qui est le plus grand salon des inventions du monde. Il a beaucoup de cordes à son arc. Et je le remercie aussi David et tous ceux qui ont travaillé cette matinée. Maintenant, l'après-midi, donc, commencera par l'exposé de M. Vincent L., qui est un financier, un économiste de très haut niveau, qui a écrit de nombreux ouvrages dans le domaine qui nous préoccupe. Et bon appétit. Merci beaucoup. Merci.
Alors, juste une chose encore, pour les raisons pratiques. Je voudrais juste dire à la salle que nous allons un petit peu changer tout ça. Les tables ne restent pas comme elles sont. On a décoré des tables pour qu'on puisse manger. On l'a fait un petit peu au goût de Noël qui est devant nous pour aller dans cette idée chaque table. Voilà. Comme ça, vous savez que vous pouvez un petit peu naviguer, parler entre vous pendant que nous, on prépare tout ça. De toute façon, on prépare tout le confort pour vous. Merci beaucoup. Sonia ?